Le maréchal de l'air, Sir Arthur Harris, a été le commandant en chef du Bomber Command de la RAF de février 1942 à la fin de la guerre en Europe en 1945. À ce titre, Harris est devenu le centre de toutes les discussions et controverses passionnées qu'a généré depuis lors le concept de bombardement stratégique. Harris est l'incarnation vivante de cette théorie baptisée le Bomber Dream, ou le rêve bombardier, selon laquelle les bombardements permettraient de gagner des guerres sans qu'il soit besoin de mener des offensives terrestres. Et mieux encore, qu'en transférant la guerre du rituel champ de bataille vers les lieux de résidence de la population civile, les bombardements rendraient toute guerre impossible. Harris est en fait le père du concept stratégique qu'on appelle aujourd'hui le shock and awe, choquer pour se faire respecter. La campagne de bombardement de la RAF de la Deuxième Guerre mondiale s'est mise en place lentement. Avant la guerre, les commandants de la RAF ont débattu sur l'effet décourageant de la force de bombardement stratégique. La menace de bombardement des villes a donné lieu à une forte opposition. Mais quand Hitler a envahi la Pologne, aucune tentative dissuasive de bombardement sur les villes allemandes n'a été faite. Les dirigeants britanniques voulaient éviter des représailles allemandes. Ils ont flatté Roosevelt pour qu'il dissuade les deux adversaires à utiliser des armes nucléaires. Jusqu'à mai 1940, les bombardiers de la RAF ne pouvaient viser que la flotte ennemie et envoyer des pamphlets de propagande. C'était dans tous les cas navrant de voir que les dirigeants des bombardiers ne pouvaient mener une campagne de bombardement stratégique. Les avions étaient lents, pas assez armés et l'équipage mal préparé. L'équipage de bord était censé rejoindre leur cible de jour, sans escorte, et lâcher leurs bombes avant leur retour sains et saufs. Cette chimère a tué des centaines d'hommes. La première année de guerre, les pertes de la RAF ont atteint 30% en une seule mission. Dès 1940, les pertes désastreuses lors d'opérations de jour les a forcés à opérer de nuit. Une tactique que les dirigeants des bombardiers étaient encore moins aptes à mener. Une enquête officielle de 1941 a révélé qu'en procédant à l'aveuglette, seul un tiers des bombardiers ont lâché leurs bombes dans un rayon de 7 km autour de leur cible. Le commandement des bombardiers devait trouver une solution concernant l'entraînement, l'équipement et la manière de diriger. Arthur Harris, surnommé Bomber Harris par Winston Churchill et l'opinion publique américaine, mais aussi le boucher par ses équipages ou encore Burt par ses amis, est une figure énigmatique de l'école du bombardement stratégique, comme mode d'offensive militaire moderne. Harris est nommé à la tête du Bomber Command le 23 février 1942, c'est-à-dire juste au moment propice où le Command est enfin sorti de tous les problèmes qui l'ont paralysé depuis 1939. De meilleurs appareils entrent enfin en service, les outils de navigation s'améliorent, de plus en plus d'équipages sortent de centres d'entraînement, et l'expérience durement acquise des 2 dernières années commence à payer en retour. Enfin, autre donnée de première importance, les États-Unis venant d'entrer en guerre vont à n'en pas douter mettre tout leur poids dans la balance. Ce dont le Bomber Command a besoin à ce moment précis, c'est d'un officier fort et déterminé qui décide de porter avec vigueur la guerre aérienne sur l'Allemagne et de mettre un terme à l'autre bataille engagée par le Bomber Command avec l'Amirauté, l'état-major de l'armée de l'air et le ministère de la production aéronautique. D'un tempérament naturellement combatif, Harris prend à bras le corps l'ensemble de ces défis. Arthur Harris n'est pas un personnage facile à cerner. Les opinions varient énormément sur ce caractère complexe qui sait être provoquant, sec, pour ne pas dire grossier dans sa manière de parler. C'est quelqu'un qui a peu d'amis, mais ceux-ci lui sont extrêmement fidèles. Près de 50 ans après la fin de la guerre, les membres du Bomber Command encore en vie témoignent d'une fière loyauté envers leur ancien chef. Celui-ci n'a pourtant courtisé personne, tant s'en faut, ne visitant que très rarement les bases de bombardiers. Non pas qu'il y fût indifférent, mais tout simplement parce qu'il n'en avait guère le temps. Chaque jour, il avait un plan de bombardement à mettre au point, et chaque matin à 9h, les ordres de mission à distribuer. Personne ne s'est donc jamais étonné de son absence apparente. Arthur Travers Harris est né à Cheltenham en 1892. Émigré en Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe, depuis 1910, il est incorporé en 1914 dans un régiment de cavalerie et participe aux campagnes menées dans le sud-ouest de l'Afrique.
En 1915, il rentre en Grande-Bretagne, intègre le Royal Flying Corps et passe le reste de la guerre en France, participant aux opérations du front occidental et à la défense de Londres contre les vols de zeppelins ennemis. Harris termine la guerre avec le rang de commandant. Ayant choisi à la fin de la guerre de rester dans la RAF nouvellement créée, il est envoyé au Moyen-Orient comme chef d'escadrille de bombardiers. En 1934, il est nommé directeur adjoint de la programmation, poste où il va contribuer au développement de la RAF face aux défis croissants de l'Allemagne nazie. Il est ensuite à nouveau en poste au Moyen-Orient en tant que chef des forces aériennes britanniques en Palestine, avant de prendre la tête du groupe 5 de Bomber Command le 14 septembre 1939, 13 jours exactement avant que n'éclate la guerre. Harris restera aux commandes du groupe 5 jusqu'en novembre 1940, c'est-à-dire tout au long de cette première année de guerre difficile, marquée par les lourdes pertes subies par les campagnes de bombardement aérien de jour et la décision de passer aux opérations nocturnes. À la mi-juin 1941, Harris quitte ce poste pour prendre la tête de la délégation de la RAF qui part à Washington régler le dossier de leasing de B-17C. Il discutera également des aspects de soutien et de coopération anglo-américains pour le cas où les États-Unis entrent en guerre. C'est à cette occasion que Harris se lie d'amitié avec les généraux Arnold, Spaatz et Hickel, qui vont bientôt devenir ses collègues dans la guerre aérienne contre l'Allemagne. Comment la RAF anticipait le problème des cibles civiles dans la première partie de la Seconde Guerre mondiale? Quand les Britanniques se sont lancés dans la guerre en 1939, la RAF a accepté que s'il y avait un risque de toucher des civils, l'attaque serait tout simplement abandonnée. Quand Harris prend ses fonctions comme patron du Bomber Command, sa priorité est d'obtenir toujours plus d'appareils, toujours plus performants, ce qui va le faire entrer en conflit direct avec les politiciens, l'état-major de l'armée de l'air et l'amirauté. À son arrivée, le Bomber Command ne dispose que d'un parc de 378 bombardiers, dont seulement 69 sont de lourds quadrimoteurs et 50 des bombardiers légers affectés au groupe 2. Autrement dit, le Bomber Command est une force totalement inadaptée à la tâche qui lui est assignée. Harris n'est guère plus satisfait du niveau des outils de navigation et de tir dont sont équipés les avions, sachant qu'un équipage normal dans des conditions de vol normales ne peut compter que sur le seul repérage visuel pour identifier ses cibles. Il va donc lui falloir convaincre la classe politique de lui donner les moyens appropriés et d'accroître ses pouvoirs afin que le Bomber Command puisse, le cas échéant, jouer un rôle décisif dans cette guerre. Pour cela, il lui faut démontrer au plus vite que le Bomber Command est capable de monter des opérations dévastatrices pour l'Allemagne. Dans la nuit du 3 au 4, il envoie 235 appareils attaquer l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, près de Paris, où sont fabriqués des camions pour l'armée allemande. L'attaque est structurée en 3 vagues de bombardiers, volant à une altitude d'environ 1800 mètres. L'opération de bombardement est délibérément concentrée dans le temps. 121 avions survolent la cible en 1 heure. Un seul appareil est abattu et le rapport de reconnaissance photographique établi le lendemain révèle l'étendue des dégâts considérables occasionnés, mais confirme aussi le nombre de 300 victimes civiles françaises. Les cibles en France n'ont pas été aussi nombreuses qu'en Allemagne. Dans la nuit du 8 au 9 mars, Harris envoie 211 bombardiers sur Essen, dans la Ruhr. Les avions leaders y sont équipés de G, un nouveau système de navigation radio censé éclairer les cibles sans toutefois les identifier visuellement. Tout n'a pas eu lieu comme prévu. Seulement 11 sur les 20 avions équipés de G ont lâché leurs fusées lumineuses sur la cible. Les défenses allemandes utilisaient de fausses fusées pour allumer des feux, les induisant en erreur. L'attaque de la nuit suivante s'est aussi soldée par un échec. Bien qu'Essen soit la cible, les bombardiers se sont perdus et ont bombardé Duisbourg et Hambourg, toutes deux des villes industrielles, causant certains dégâts. Mais il était sûr qu'il devait croire plus en G pour être plus efficace pour trouver des cibles, ainsi que pour la navigation. D'autres attaques ont suivi sur Cologne et Essen. Puis, fin mars, Harris a attaqué ses premières villes, envoyant 234 bombes sur le port baltique de Lübeck dans la nuit entre le 28 et le 29 mars. Le port était hors de portée du G. Le G s'est montré utile au début du vol.
Et par cette nuit éclairée par la lune, 191 bombardiers ont atteint leur cible, certains volant à peine 2000 pieds au-dessus de la ville. Une combinaison de grenades artisanales et de bombes incendiaires ont rapidement mis feu au port. Une fois de plus, les bombardiers étaient regroupés, la plupart passant au-dessus de la ville en 2 heures. Des photos et des rapports successifs d'Allemagne ont indiqué que plus de 60% des immeubles avaient été détruits, dont l'usine de Dragewehr, fabriquant des bombes à oxygène pour les sous-marins allemands. Environ 1000 personnes ont été tuées ou blessées, l'attaque la plus meurtrière depuis le début de la guerre sur une ville allemande. On a qualifié l'attaque de succès notable. Les attaques ont continué sur Cologne et les autres villes de la Ruhr. Et Harris a bombardé en avril 2 nouvelles zones d'attaque d'essai, de jour sur Augsbourg et de nuit sur le port de Rostock. L'opération Augsbourg du 17 avril a été un raid d'infiltration profonde, très dangereuse de jour. La cible précise était l'usine de moteurs Dieselmann, destinée aux sous-marins. Des attaques aériennes de diversion ont eu lieu dans le nord de la France pour éloigner les Allemands. Mais la Luftwaffe ne s'est pas laissée berner. 4 Lancaster se sont fait abattre sur le retour, 3 autres près de la cible. Ceux ayant atteint la cible l'ont bombardé avec une grande précision, mais avec une perte de 58% des forces britanniques. Cela prouvait une fois de plus que l'attaque de jour sans escorte n'était pas possible. L'attaque sur Rostock, dans la nuit entre le 23 et le 24 avril, s'est soldée par des résultats mitigés. La même tactique que celle de l'opération de Lübeck a été employée, et la cible visée par les forces principales était le centre-ville. Et les autres forces, composées de 5 groupes, ont effectué des attaques de précision sur l'usine d'avions Heinkel, située en périphérie. Aucune attaque n'a été précise. Les forces principales ont raté de loin leur cible, et l'usine Heinkel est restée intacte. La nuit suivante, Harris les a réexpédiés. Cette fois, les bombardements ont été plus précis. Le centre-ville a été détruit, mais l'usine Heinkel était toujours intacte. Les bombardiers y sont retournés les 2 nuits suivantes. 128 bombardiers la 3e nuit, 106 la 4e et dernière nuit. Mais le mauvais approvisionnement et les dégâts des attaques réduisaient considérablement le nombre d'avions dont disposait Harris. La fumée a disparu le matin du 5e jour, révélant que 60% du centre de Rostock et l'usine Heinkel étaient détruits. De ces attaques sur Rostock, Lübeck et Augsbourg, on pouvait aisément voir le but d'Harris. Les ouvriers des usines visées ont dû interrompre leur production de guerre pour fuir avec leurs familles à la campagne. À leur retour, leur maison avait été détruite. Selon Harris, le bombardement de zones précises était la seule méthode d'attaque possible. Logiquement, la Grande-Bretagne aurait dû abandonner complètement le bombardement stratégique, au moins jusqu'à ce qu'il développe un fighter agissant comme escorte pour atteindre le cœur de l'Allemagne. Mais en 1942, le centre de commandement de la RAF de Arthur Harris constituait le seul moyen pour les Anglais pour continuer les attaques contre l'Allemagne. Harris avait besoin de l'aide de la presse, et il l'a eu. Les 3 attaques 1000 de mai et juin 1942 en Allemagne ont fait les gros titres. Le plan 1000 n'était pas seulement une grosse opération de bombardement, c'était aussi le moyen de tester une nouvelle méthode d'attaque. Les bombardiers s'écartaient dans le but de détruire la DCA et la défense civile, surtout les pompiers, trompant les radars et les attaques allemandes, démontrant aux Allemands et aux Alliés ce que le commandement des bombardiers pouvait faire avec assez d'avions. Puisque le commandement des bombardiers disposait de moins de 500 bombardiers opérationnels pour le front, Harris essayait par tous les moyens de dégoter des hommes, allant jusqu'à chercher des équipes d'hommes encore à l'entraînement. On a donné au groupe l'ordre d'attaquer. Le plan 1000 a été lancé. La cible ce soir-là serait Cologne. Le commandement des bombardiers a déployé 1047 avions ce soir-là, dont 890 ont atteint Cologne et ont largué 1455 tonnes de bombes. Tous les avions ont survolé la ville, en un groupe serré, en 90 minutes. Les dégâts étaient énormes. Plus de 15 000 immeubles ont été détruits ou endommagés. Encouragés par le succès de ce raid,
Harris a décidé de réitérer la tactique 1000 pour l'attaque d'Essen cette fois, la nuit entre le 1er et le 2 juin. En fait, seulement 956 bombardiers ont été déployés. Les bombardements ont été très éparpillés et les usines Krups n'ont pas été touchées. Quand il s'agissait d'atteindre la cible, le commandement des bombardiers se montrait incompétent. Pourquoi Harris était si déterminé à éliminer la menace des U-boats dans l'Atlantique Nord? Harris croyait que s'il détruisait les cibles allemandes depuis les airs, une invasion par la mer ne serait pas nécessaire. Au cours de la guerre de nuit qui se déroulait en Allemagne, une nouvelle avancée pour prendre l'avantage pouvait avoir des effets dévastateurs. C'est ce qui s'est passé sur la ville portuaire d'Hambourg fin juillet 1943. La RAF avait un nouveau plan nommé Window. Des bouts d'aluminium étaient largués à la place des fusées lumineuses pour tromper les radars allemands. Sans radar, la DCA, les avions Night Fighter et les contrôleurs ne pouvaient rien voir, et les bombardiers pouvaient se faufiler. Durant le court temps d'adaptation des soldats allemands à ce nouveau plan, une série de raids menés par la RAF a fait d'Hambourg un tas de ruines. Dans la nuit entre le 27 et le 28 juillet, 735 bombardiers ont lâché 2564 tonnes d'explosifs et de bombes incendiaires en un peu plus d'une heure. Les incendies causés ont tué plus de 40 000 personnes. Malgré les progrès technologiques et d'aviation d'Harris, le commandement des bombardiers ne pouvait prendre l'avantage des batailles aériennes de nuit sur l'Allemagne. Une chaîne de stations de radar empêchait les bombardiers de surprendre les Allemands. Les Night Fighters étaient prêts à surgir et à intercepter l'ennemi d'où qu'il vienne. Les cibles potentielles étaient entourées de projecteurs et défendues par des batteries antiaériennes guidées par radar. Forcément, les pertes des commandements de bombardiers restaient élevées. Jusqu'au milieu de l'année 1943, les Night Fighters allemands répondaient à un rigide plan de défense de secteur, venant des bases au sol et restaient chacun dans leur zone. Lors de la crise de la bataille d'Hambourg, des tactiques plus flexibles ont été employées. Le pilote Hermann est à l'origine du Wild Sow, la tactique du sanglier sauvage, selon laquelle des D-fighters monoplaces rôdent au-dessus de la cible à haute altitude, descendant en piqué sur la silhouette des bombardiers, se détachant des feux au sol. Le succès a été tel que des divisions Wild Sow ont été formées. Après Wild Sow est apparu Zamsow, sanglier apprivoisé, où des Night Fighters équipés de radars se mêlaient aux bombardiers et choisissaient leur cible à volonté. L'efficacité de la défense allemande pouvait être mesurée au nombre de pertes des commandements de bombardiers. Entre août 1943 et mars 1944, la cible principale de l'offensive de nuit de la RAF était Berlin. En moyenne, 129 bombardiers sont perdus à chaque raid. Fin mars 1944, lors d'un raid particulièrement désastreux sur Nuremberg, 93 des 795 bombardiers ne sont pas revenus. La RAF a perdu quasiment 1000 avions contre les cruelles forces de nuit allemandes. Mais Harris était persuadé que les dégâts qu'il causait justifiaient les pertes. Quelle fut la réaction de Harris lorsque John Collins lui imposa ses plans pour le raid de Hambourg? Même si l'image d'Harris s'était détériorée à cause de son opposition à Collins, il a refusé de le renvoyer car la liberté d'opinion faisait partie de ce pourquoi il combattait. Les attaques sur la ville de Dresde par le commandement des bombardiers de la RAF et les forces aériennes américaines en 1945 sont devenues des sujets très controversés depuis la fin de la guerre et ont également donné lieu à bon nombre de mythes. En effet, selon l'opinion publique, le raid de Dresde est devenu le centre des débats sur les bombardements stratégiques et de la moralité des bombardements. L'accusation ridicule selon laquelle Harris voulait détruire Dresde par simple soif de sang n'aurait même pas mérité d'être relevée si elle n'avait pas été si répandue.
Dresde avait déjà été touchée avant les bombardements alliés de février 1945. Elle avait été attaquée auparavant. Les forces aériennes américaines l'ont bombardée en premier le 7 octobre 1944 par 30 B-17 au lieu de leur cible principale. Dresde a aussi été la cible d'un grand raid américain le 16 janvier 1945. La raison principale pour attaquer Dresde, appelée l'opération Thunderclap en février 1945, est uniquement parce que la ville était un centre de transport, le genre de cible sous les attaques pendant des mois. La ville était mal défendue. La plupart de la DCA et toutes les armes de 88 mm ont été démantelées et envoyées à l'est vers l'Oder pour servir dans les combats contre les tanks russes. D'autres batteries ont été envoyées à l'ouest pour servir contre les Américains. La ville manquait également de soldats. À ce moment, la Luftwaffe, si elle était toujours active, avait peu d'essence et devait se restreindre à des déploiements de nuit par des avions autres que des jets, qui auraient pu aller plus vite que les P-51. Un total de 2600 tonnes de bombes ont été lâchées. Un mélange d'explosifs et de bombes incendiaires qui progressivement ont formé une tempête de flammes. 6 Lancaster ont disparu lors de l'opération et 3 se sont écrasés sur le retour. Les feux qui ravageaient la ville ont créé des tempêtes de flammes autosuffisantes, les températures montant à plus de 1500 degrés centigrades. L'air au-dessus de la zone bombardée est devenu extrêmement chaud et s'est envolé rapidement. L'air froid des alentours s'est engouffré au niveau du sol, emportant avec lui les personnes présentes autour. Sur les 28 410 maisons de la ville, 24 866 ont été détruites et une zone de 15 km² a été totalement dévastée. On ne peut pas donner le nombre exact de morts. Les estimations vont de 35 000 à plus de 135 000 victimes. Ces estimations sont rendues difficiles car la ville était alors surpeuplée par des réfugiés non recensés et des soldats blessés. La controverse du raid de Dresde a éclaté presque immédiatement et a perduré depuis. La cible des critiques était et est toujours le commandement des bombardiers de la RAF et le maréchal Sir Arthur Harris, chef d'état-major de l'armée de l'air. Arthur Harris était un homme dur. Une histoire raconte que pendant la guerre, il s'est fait arrêter par la police anglaise pour excès de vitesse. « Vous allez tuer quelqu'un en roulant à cette vitesse », lui a dit le policier, auquel il a répondu « Je tue des centaines de personnes chaque nuit ». Jusqu'à la fin, Harris n'a pas remis en question le fait de bombarder les villes comme étant la meilleure stratégie pour gagner la guerre. Harris exigeait le respect de ses subordonnés et une immense loyauté de la part de ses équipages. Mais le débat existant sur la moralité et l'efficacité des bombardements avait commencé dès la fin de la guerre. Son refus entêté de nier le bombardement de Dresde de février 1945, au moment où la politique s'en est mêlée, prouve son honnêteté sans faille et lui a coûté cher. Il a été rejeté par l'établissement britannique à la fin de la guerre et a donc été vilipendé pour avoir mené une politique pourtant soutenue pendant la guerre et qui a constitué un facteur clé dans la victoire des Alliés. En 1946, il a pris sa retraite de la RAF et s'est lancé dans une affaire florissante en Afrique du Sud avant de rentrer en Angleterre où il a été fait baronnet. En 1992, 8 ans après sa mort, un monument a été érigé au centre de Londres, réveillant le débat d'Harris et son rôle dans l'effort de guerre. Jusqu'à ce jour, Bomber Harris reste une des figures énigmatiques de la Seconde Guerre mondiale.